OK. Donc, maintenant qu'on comprend c'est quoi une force, le fait que ça va changer l'état d'un objet, soit que ça va rendre un objet immobile mobile, ou ça va changer le mouvement rectiligne uniforme d'un objet, on va voir c'est quoi les lois qui vont gérer les forces. Donc, il y en a trois vraiment à connaître. Si tu connais ces trois forces-là et tu les comprends, comme effectivement tu les comprends très bien, la dynamique, ça vient quand même assez facilement. Après ça, c'est de comprendre chaque force individuellement, puis des petits détails ici et là. Mais en gros, il y a vraiment trois lois du mouvement qui sont les plus importantes. C'est les trois lois de Newton. Donc, les trois lois du mouvement de Newton, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, la première loi, c'est la loi de l'inertie. Donc, Newton 1, c'est la loi qui dit qu'effectivement, un objet immobile reste immobile. Un objet en mouvement rectiligne uniforme continue en mouvement rectiligne uniforme. L'état qu'il est dedans l'objet reste dans cet état. Il n'y a pas de changement. Ça n'arrive pas spontanément. Jamais est-ce que tu vas voir une roche qui va commencer à bouger par elle-même, à moins que quelque chose d'autre la fait bouger. Une balle. La balle est immobile dans ma main. Elle ne bougera pas à moins qu'une force agisse sur elle. Elle a changé d'état. Une fois que je l'ai lâchée, il y a une force qui agit sur elle pour la faire bouger, pour la faire changer d'état. C'est laquelle? Ça va être la force de la gravité. La force gravitationnelle a tiré sur elle. Si je place un objet par terre, elle ne va pas bouger par elle-même à moins que je lui donne un coup de pied. Donc ça, c'est la première, être immobile. On parle de l'inertie ici. Quand on parle d'inertie, c'est le rapport avec la quantité de masse de l'objet. C'est la capacité d'un objet de résister au changement d'état. Donc un objet qui a beaucoup d'inertie va résister beaucoup plus à une force qui essaie de changer son état qu'un objet avec une petite inertie. Comparaison, traditionnellement, on va prendre genre une petite balle. Si je frappe cette balle avec un bâton de baseball, je vais changer son état quand même de façon assez importante. Elle va subir une grande accélération. Tandis que je frappe avec la même force, avec le même bat de baseball, un train, dans ce cas-là, je ne vais à peine faire bouger le train, je vais pas me faire mal plus que rien d'autre, à cause que le train a une très grande inertie. Il résiste au changement d'état beaucoup plus que cette petite balle. Donc, dans ce cours, on va parler comme inertie et masse étant presque interchangeables. L'inertie, c'est un concept. Il n'y a pas de mesure directe de l'inertie. Mais effectivement, ce qu'on utilise comme la mesure indirecte de l'inertie, c'est la masse. Donc, plus que tu as de masse, plus que tu es capable de résister au changement d'état. Ceci étant dit, un deuxième exemple, les objets en mouvement qui veulent rester en mouvement. On va essayer ça, on va voir si ça fonctionne. Je vais marcher en ligne droite. Donc, je vais marcher à travers de ce petit tableau et je vais lancer ma balle dans les airs et on va remarquer quelque chose. Et on va faire encore, on marche, je lance dans les airs. Remarquez qu'elle retombe dans mes mains. Donc, c'est pas aussi impressionnant que ça. C'est probablement une expérience que vous avez déjà faite. C'est beaucoup plus fun à le faire à l'école quand on a quelqu'un sur une chaise avec des roues, puis on les pousse, puis là, il lance dans les airs, puis ça va beaucoup plus vite. Mais même dans une voiture, tu es dans une voiture qui roule à 100 km à l'heure, ou 70, 80, peu importe. Tu prends quelque chose, tu le lances dans les airs. Est-ce que ton objet reste en arrière? Non. Il reste en mouvement avec toi dans la voiture. Elle va retomber dans tes mains. Ceci est un exemple de la loi d'inertie. Un objet qui est en mouvement reste en mouvement. Donc, c'est vrai qu'on on la lance dans les airs, mais moi je parle du mouvement horizontal. Puis dans la voiture, toi tu bouges à 100 km à l'heure, l'objet bouge à 100 km à l'heure dans ta main. Quand tu la lances dans les airs, tu lui appliques une force, tu la lances dans les airs, mais la balle, elle, continue à avancer avec toi à 100 km à l'heure. Elle reste en mouvement. Un autre exemple de ceci, c'est tes ceintures de sécurité. Quand tu arrêtes, disons que tu frappes les freins de façon brusque, hein, tu roules à 100 km à l'heure, tu vois quelque chose sur le chemin, tu tapes les freins, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens comme si la ceinture de sécurité te tire vers l'arrière. Mais en réalité, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton corps essaie de continuer et la ceinture de sécurité t'arrête de continuer. Dans les accidents d'auto, c'est ça qui arrive souvent. Si tu ne portes pas ta ceinture de sécurité, ton corps veut continuer et il peut effectivement continuer à travers du pare-brise et que ça peut te tuer. Hein? Tu peux vraiment te faire mal dans ce cas-là, donc portez vos ceintures. Similairement, quand tu décolles, tu rentres dans ta voiture, tu t'assis, tu mets ta ceinture de sécurité et tu pèses l'accélérateur, tu pèses le gaz. La voiture commence à avancer. Ton corps veut rester immobile. Il veut rester dans son état. Donc, qu'est-ce que tu sens? Tu sens comme quelque chose te pousse dans l'arrière. Tu te sens poussé vers l'avant de l'arrière. Donc, ça, c'est des exemples de la première loi de Newton. Donc,
Je mets quelques petits problèmes, quelques petites questions à répondre. C'est un concept qui est beaucoup plus intuitif et conceptuel. Il n'y a pas beaucoup d'applications mathématiques pour tout de suite. On va se revoir dans quelques secondes pour la deuxième loi de Newton. OK. Donc, ayant vu que la première loi de Newton nous explique que les objets ne veulent pas changer d'état, comment est-ce qu'on arrive à changer l'état d'un objet? C'est avec une force. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on applique une force à un objet? Donc, en 11e et 12e, on va surtout parler des objets qui ont des masses. Donc, c'est un peu bizarre de parler d'un objet qui n'a pas de masse, mais ça arrive des fois plus tard en physique, si vous allez faire des recherches, pas des recherches, mais des cours d'électromagnétisme. Si tu parles de la lumière, c'est pas vraiment un objet, mais c'est une particule. Le photon, c'est une particule sans masse. Et elle peut avoir des interactions avec d'autres choses. En tout cas, 11e, 12e, un objet, on assume que ça a une masse, et on assume qu'on peut appliquer des forces sur cette masse. Donc, souvent, notre objet peut être même un petit point, et on applique une force sur ce point, force appliquée. Okay? Cet objet va avoir une masse M. J'applique une force sur cette masse. Force appliquée sur ma masse. Qu'est-ce qui arrive à ma masse si elle est immobile? Elle va subir une accélération. Même immobile, ou même si elle est mobile à vitesse constante, elle va subir une accélération. Donc, il va avoir une accélération conséquente. Comme résultat. L'accélération ici. Donc, j'ai trois choses. Là. Si j'ai une masse et je lui applique une force, elle va subir une accélération. C'est quoi la relation entre celles-ci? Cette équation que je vais vous montrer, c'est probablement une des plus importantes qui va revenir le plus souvent en 11e et 12e. Donc, on va bien la connaître. Fm égale ma. Okay. La deuxième loi de Newton, c'est effectivement ça. La force nette que subit un objet, on va voir pourquoi c'est la force nette, que subit une masse, lui donne une accélération. Une autre façon qu'on va souvent voir cette équation, c'est comme ceci. On va juste réarranger un peu, là. L'accélération, c'est là, mais l'accélération que subit une masse va être égale à la force qui est appliquée sur elle, la force nette qui est appliquée sur elle, divisée par sa masse. Donc, plus que la masse de l'objet est grande, plus petit que sera l'accélération. Ça revient à l'inertie. Hein, si j'applique une force de 10 newtons sur un train, j'ai une petite accélération. Si j'applique 10 newtons sur un petit chaton, grande accélération. Donc, l'inertie, qui est effectivement mesurée par la masse, va avoir un impact ici. Plus grand est la masse, plus petit sera l'accélération si j'ai une force constante. Je parle de la force nette. La raison que je parle de la force nette, c'est imaginer que on va avoir la force à Alexandre, puis ici, je vais avoir quelqu'un d'autre, la force à Brent. Alexandre et Brent, les deux sont en train d'appliquer des forces sur ma masse. Donc, les deux appliquent des forces de la même grandeur. Ma masse, elle, est-ce qu'elle ressent une force nette dans une direction plus que l'autre? Non. Les deux s'annulent s'ils sont la même grandeur. On pourrait calculer la force nette, trouver la somme vectorielle, et elle serait 0. Y a-t-il des forces qui s'appliquent sur la masse? Oui. Il y en a deux. Y a-t-il une force nette qui s'applique sur ma masse? Non. Pas dans ce cas ici. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici qu'on parle de la force nette appliquée sur la masse. Ça va lui donner une accélération. Donc, c'est important à voir ici. Donc, dans vos notes, on parle de comment elle réagit. Donc, on voit que plus la masse augmente, plus l'accélération diminue. Donc, les petits graphiques que je vous ai donnés. Nous avons l'accélération par rapport à la force. Donc, j'ai l'accélération, ce qui est en mètres par seconde, mètres en seconde carré, par rapport à la force nette appliquée. Ça, c'est en Newton. Plus que j'applique une force nette, plus grand que la force nette est, plus que l'accélération augmente. Si je double ma force nette, je viens doubler l'accélération. Si je triple la force nette, je triple l'accélération. C'est pour ça qu'on voit un diagramme qui est linéaire, qui augmente de façon linéaire. Si la force nette double, l'accélération double. Je double la force nette, je double l'accélération. Je triple la force nette, je triple l'accélération. C'est linéaire. Donc ça, c'est notre premier graphique. Similairement, si je regarde la relation de l'accélération et la masse, ici on a une relation qui est inversement proportionnelle.
Si ma masse augmente, l'accélération diminue. Donc, si j'ai une petite masse, si ma masse est petite, avec une certaine force constante, j'ai une très grande accélération. Si j'ai une très grande masse, avec une force constante, j'ai une très petite accélération. Et entre les deux, on voit que j'ai une petite courbe de même. Donc ça, c'est une courbe qui démontre que c'est inversement proportionnel. Ce n'est pas une accélération ici. Ce n'est pas un graphique position temps, accélération temps. C'est accélération par rapport à la masse. Je suis en train de montrer cette équation-là. OK. Donc, deuxième loi de Newton. Essentiellement, tu dois te souvenir de ces deux équations que je vous donne là. Force nette égale à masse fois accélération, ou accélération est égale à force nette sur la masse. OK. Notre premier exemple pour la deuxième loi de Newton, c'est un joueur de lacrosse. Donc, au lacrosse, tu exerces une force horizontale résultante, donc une force nette. Ça se peut qu'il y ait plein de forces, on parle juste de la force nette ici. Donc, une force horizontale nette moyenne de 2,8 newtons vers l'avant sur une balle de 0,15 kg pendant que tu cours avec la balle dans le panier de ton bâton. Calcule l'accélération horizontale moyenne de la balle pendant qu'elle est dans le panier du bâton. Donc, le cross, c'est comme un petit bâton avec un panier dedans, tu as la petite balle, tu es en train d'appliquer une force dessus. Donc, tu cours avec, peu importe, tu la lances, tu es en train d'appliquer une force sur cet objet. Diagramme de force, j'ai ma balle. Elle a une masse de 0,15 kg. Et je suis en train d'appliquer une force nette. Et on dit une force résultante. Et résultante et nette, c'est deux mots interchangeables. Il y a des manuels qui vont parler de force résultante, il y en a qui vont parler de force nette. J'utilise force nette la majorité du temps, autant que possible. Votre manuel, ça se peut que ça change. Get used to it. Chaque enseignant, chaque manuel, chaque cours va être différent. Bon, j'ai une force, on va appeler ça la force appliquée ici, qui est égale à 2,8 newtons. Une petite force, 2,8 newtons. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'accélération que subit ma balle? Donc, ma balle, puisqu'elle a une force, seulement une force qui est appliquée sur elle, alors pas de force gravitationnelle, on ne parle rien d'autre, on parle juste d'une seule force, et elle a une masse, on devrait être capable de calculer c'est quoi son accélération. Deuxième loi de Newton, la force nette est égale à la masse fois l'accélération. Okay? On est d'accord? Avant de sauter à ceci, la majorité du temps, quand on va faire un problème de même, je vais écrire le suivant. La force nette, c'est aussi égal à la somme de toutes les forces. C'est ça qu'on avait vu dans la dernière section des diagrammes de force. La force nette, c'est égal à toutes les forces appliquées dessus. Que sont toutes les forces qui sont appliquées sur ma masse? Parce que ici, j'ai juste une force appliquée, FA, c'est tout. On va parler de force gravitationnelle, on n'a pas parlé de force normale, ça se peut qu'il y en ait, mais on parle juste d'une force dans ce cas-là. La force nette, ici on va utiliser notre équation de façon verticale. La force nette est égale ma. La force nette, c'est égal à une masse qui est en train d'accélérer. Et nos équations, là, je peux remplacer Fn avec quelque chose d'autre qui représente la même valeur. Masse fois accélération est égale à la force appliquée. Moi, je cherche l'accélération. Allons l'isoler. L'accélération est égale à la force appliquée sur ma masse. On revient à essentiellement l'équation que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous montre ces étapes-là à cause que la majorité du temps, c'est ça qu'on va avoir à faire. L'accélération est donc 2,8 newtons. On va garder ça positif puisque c'est vers la droite, vers l'avant dans ce cas. Et la masse est de 0,15 kg. L'accélération est donc 18,6 périodiques mètres par seconde carré. L'accélération comme réponse finale. Chiffre significatif, j'en ai deux chiffres significatifs, j'arrondis à 19 mètres par seconde carré, direction vers l'avant. On utilise le système de coordonnées qui nous ont mentionné. Et voilà un problème simple de la deuxième loi de Newton. On passe à quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans une seconde. OK. Deuxième exemple. Maintenant qu'il va y avoir plusieurs forces. On va aller voir toutes les forces qui peuvent agir sur un objet, puis on va parler de la force nette. Dernier exemple, on va juste parler d'une force résultante. C'est effectivement la force nette. On va appeler ça une force appliquée. Ici, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a quand il y a plusieurs forces. Donc, deux athlètes, Hansen et Bryce, s'entraînent en vue d'une compétition de canot. Hansen a une masse de 70 kg, Bryce une masse de 75 kg,
et le canot a une masse de 20 kg. Avec les pagets, Hansen peut appliquer une force de 400 Newton vers l'avant sur le canot et Bryce une force de 420 Newton aussi vers l'avant. Quand Hansen et Bryce pageaient, la résistance de l'eau sur le canot est de 380 Newton vers l'arrière. Calcule l'accélération initiale du canot. J'ai une situation où il y a plein de forces, il y a plusieurs choses qui se produisent. J'ai un canot avec deux personnes dedans. J'ai Hansen et Bryce qui sont à l'intérieur de mon canot. Ils ont toutes des masses. J'ai la masse à Hansen, j'ai la masse à Bryce et j'ai la masse du canot. La masse à Hansen est de 70, ensuite 75 et de 20. Donc, Hansen 70 kg, Bryce 75 kg et le canot à 20 kg. Dans toute cette masse, dans tout ce système-là, il y a plein de choses qui se produisent, mais effectivement, c'est une seule masse ayant toute cette masse-là à l'intérieur. Hein? C'est juste une chose qui bouge. Le fait qu'il y a deux personnes à l'intérieur, le fait que c'est un canot, le fait que c'est n'importe quoi d'autre, là, who cares, c'est pas important, c'est un point. On pourrait dire que c'est juste un point avec une masse totale. Hein? On pourrait tout simplement faire ça. On aurait une masse de 165, masse totale de 165 kg. Bon, on fait l'abstraction. On élimine tout le contexte. On sait qu'il y a de l'information, mais moi, ça m'intéresse juste de voir c'est combien de masse qui est en train de bouger, qui est en train d'accélérer. Sur ce canot, on va dire c'est un petit canot dans l'eau, là. Ouais. Que sont les forces qui appliquent sur ce canot? Celles qu'on devrait être capable d'identifier devrait avoir une force gravitationnelle. Hein? J'ai une force gravitationnelle qui est en train de tirer tout vers le bas. Ça s'applique sur la masse du canot, la masse d'Hansen, la masse de Bryce. Effectivement, j'ai juste une masse, j'ai juste une force gravitationnelle vers le bas, qui tire sur toute ma masse au complet. On appelle ça FG. Le fait que mon canot n'est pas en train de tomber dans l'eau, n'est pas en train de couler, c'est bien, il flotte. Donc, il y a une force de flottabilité. Souvent, on va appeler ça, c'est une force d'Archimède, une force de portance quand on parle de l'air, hein, un avion qui vole. Ici, on peut appeler ça une force de... On va appeler ça une force de flottabilité. Pourquoi? Force de flottabilité, FF. FF. Des fois, il faut faire attention avec les choix de notre indice. On ne veut pas oublier que ça, c'est flottabilité et pas friction. C'est correct, on va s'en rappeler. Les autres forces qui appliquent sur ce système, ben, j'ai Hansen qui pousse vers l'avant, force à Hansen, et j'ai une force à Bryce. Les deux sont en train de paler. Ils sont en train de prendre les rames, ils sont en train de ramer essentiellement. Donc, je vais avoir force à Hansen, force à Bryce. Mais j'ai aussi une force de résistance. Dans l'eau, as-tu déjà essayé de courir dans l'eau? Ce n'est pas évident. C'est pas facile, c'est à cause d'une grande résistance de l'eau. Souvent, en 11e et 12e, on va négliger la résistance de l'air. Dans ce cas-ci, on ne peut pas négliger la résistance de l'eau. De l'eau, c'est beaucoup plus dense que l'air. On ne peut pas juste la négliger. Donc, on disait qu'il y a une force de résistance. FR ici. On va faire l'arrière, force de résistance. Là, ça pose la question, c'est quoi l'accélération du canot? L'accélération initiale. Donc, il commence à ramer. C'est quoi l'accélération ici? On va aller remarquer que notre problème qui nous intéresse se produit strictement horizontalement. Mon canot, s'il est bien fait, il ne va pas couler. Il ne va pas non plus commencer à voler. Hein? Ce n'est pas le canot volant. Donc, en Y, ici, j'ai rien vraiment qui m'intéresse comme c'est là. Je sais que la force gravitationnelle et la force de flottabilité vont s'annuler. Hein? Une va être aussi grande que l'autre, dans des directions opposées, pour avoir une force nette en Y de 0. En X, ce n'est pas nécessairement le cas. Bon, en voir en X, qu'est-ce qui arrive? En X, la force nette est égale à la somme de toutes les forces. Okay. La force nette va faire accélérer une masse. C'est ça par définition, la force nette, c'est une masse qui accélère. Les forces qui sont en train d'agir en X seulement, j'ai une force de résistance de l'eau, j'ai une force qui provient d'Hansen et j'ai une force qui provient de Bryce. J'ai mes trois forces. La masse, donc maintenant je vais rentrer les informations, les valeurs numériques que je connais. La masse qui est en train de bouger, c'est toute la masse totale. C'est le canot, c'est Hansen, c'est Bryce. C'est tout mon objet qui est en train d'accélérer ensemble. J'ai 165 kg.
Ouais, les forces, oh, pardon, je n'ai pas oublié mon accélération ici, c'est ce que je cherche, l'accélération. Les forces qui sont en train d'agir. La force de résistance de l'eau qui tire vers l'arrière, c'est une force négative. Donc, la force de résistance de l'eau nous a dit que c'est 380 newtons. Et c'est des newtons vers l'arrière. C'est une force qui s'applique vers l'arrière et essaie de ralentir mon canot. Tandis que la force à Hansen, lui, est capable d'appliquer une force de 400 newtons. Et Bryce, lui, est capable d'appliquer une force de 420. Donc là, j'ai mes valeurs. Remarquez que je connais toutes mes valeurs, sauf l'accélération. Je pourrais aller calculer mon accélération en isolant. Donc, je vais avoir négatif 380 newtons, plus 400 newtons, plus 420 newtons sur la masse totale de 165 kg. L'accélération est donc 2,6 périodiques mètres par seconde carré positif, qui nous dit que ça bouge vers l'avant. L'accélération, réponse finale, j'ai combien de chiffres significatifs? J'en ai 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs. 2,7 mètres par seconde carré vers l'avant. Qui serait ma réponse finale. OK. Continuons avec la deuxième loi de Newton. Maintenant, on va avoir un parachutiste. Donc, un parachutiste saute d'un avion. Durant les quelques premières secondes, le parachute est fermé et la grandeur de la résistance de l'air qui s'exerce sur la parachutiste est de 251 newtons. Son accélération durant ce temps est de 5,96 mètres par seconde carré vers le bas. Calcule la masse de la parachutiste. Donc ici, on va avoir un nouveau concept qui s'introduit. La force gravitationnelle. La force gravitationnelle, elle a une définition quand même très simple et super importante. La force gravitationnelle, on va voir qu'il y a différentes équations pour elle. Tout de suite, la force gravitationnelle qu'on va utiliser est la suivante. Une masse qui subit une accélération. Souvenez-vous que F égale ma, c'est la deuxième loi de Newton. La force gravitationnelle, c'est une masse qui subit une accélération gravitationnelle. Fg, vectoriel, c'est une masse qui subit une accélération gravitationnelle. Sur la surface de la Terre, G est égal à 9,81 mètres par seconde carré vers le bas. On n'oublie pas ça, ça va être important. OK, donc j'ai une personne qui s'est jetée en bas d'un avion et le parachute n'est pas encore ouvert. Il y a quand même la résistance de l'air. N'oubliez pas, après 3 secondes de chute libre, tu es en train de bouger à presque au-delà de 100 km à l'heure. À ces vitesses-là, la résistance de l'air est forte. Roule à 100 km à l'heure dans ta voiture, enlève ton pied de l'accélérateur, et tu vas remarquer que tu es en train de ralentir largement dû à la force de résistance de l'air. OK. Donc, j'ai un objet, une personne, qui s'est jetée en bas d'un avion. Que sont les forces qui sont en train d'agir sur elle? Bien, on avait mentionné qu'il y a une force de résistance de l'air. Si elle tombe vers le bas, j'espère que la résistance de l'air est vers le haut. Fr va être vers le haut. Et là aussi, une force gravitationnelle vers le bas. Okay. La raison que j'ai dessiné la force gravitationnelle beaucoup plus grande, c'est à cause qu'ils nous disent que la personne accélère quand même. Si la personne est en train d'accélérer, elle est probablement en train d'accélérer vers le bas. Elle tombe, elle est en train d'accélérer vers le bas. Son accélération est de 5,96 mètres par seconde carré. Donc cette personne se jette en bas d'un avion, n'ouvre pas encore son parachute, elle est en train d'accélérer vers le bas. En général, on avait vu en cinématique que si tu tombes sur la Terre, tu accélères à 9,81 mètres par seconde carré. Ceci est vrai pour n'importe quoi qui est près de la surface de la Terre. Et même des avions, même si on penserait qu'ils sont quand même assez hauts, sont quand même très proches comparativement à la Lune ou d'autres objets. Donc l'accélération gravitationnelle devrait quand même être 9,81 mètres par seconde carré si tu es en chute libre. Ici, je vois une accélération de 5,96. C'est-tu 9,81? Non, c'est plus petit. La raison est, c'est qu'elle n'est pas en chute libre.
il y a une résistance de l'air qui n'est pas négligée ici. Hein? Elle n'est pas en train de seulement subir l'accélération gravitationnelle ou la force gravitationnelle, il y a une force de résistance qui la ralentit. OK. Donc, nous, on va aller voir c'est quoi la masse de cette personne. Est-ce qu'on serait capable de calculer la masse de cette personne, sachant son accélération? Pas mal strictement juste ça. Ils nous ont donné l'accélération et la résistance de l'air. Okay? Ils nous ont donné deux choses. Comme toujours, on va aller utiliser la force nette est égale à la somme de toutes les forces. Hein? On fait ça dimension par dimension. Ici, on parle juste en Y. On parle juste verticalement. Donc, la force nette verticale va être une masse qui accélère verticalement. Donc, c'est une accélération verticale. Comment est-ce qu'elle est en train de tomber? Les forces qui s'appliquent verticalement, j'ai une force gravitationnelle et j'ai une force de résistance de l'air. Okay, donc, on énumère toutes nos forces, on les place ici. On garde les vecteurs, on n'a pas encore pris en considération leur direction. Ici, qu'est-ce que je connais? Il y a une masse qui est en train d'accélérer. Je ne connais pas la masse, c'est ce que je cherche. L'accélération, je la connais, c'est bien. FG, ils ne l'ont pas donné par cœur, ils ne l'ont pas donné explicitement, disons, et FR, celle-là, je la connais. Donc, allons remplacer ces valeurs avec une autre façon de les représenter. Masse, accélération, pas grand-chose qu'on peut changer ici, c'est des valeurs pas mal fondamentales. Mais FG, la force gravitationnelle, c'est toujours égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle, mg. Donc, FG en grandeur est toujours égal à mg. Dans quelle direction est-ce que FG est en train de tirer? La force gravitationnelle tire vers le bas, donc j'ai une valeur négative ici. Résistance de l'air, elle s'en va vers le haut. La résistance de l'air qu'il avait donnée était de 250 newtons. Donc, si j'ai remplacé certaines choses, j'ai plus de vecteur à cause que j'ai pris en considération la direction ici. La direction, elle est cachée dans le vecteur là. Maintenant, je l'ai montré, elle est négative. J'ai plus de vecteur à cause, ma valeur est positive, c'est vers le haut. Ici, mon accélération, je n'ai pas encore pris en considération positif ou négatif. Je vais faire la prochaine étape. Remarquez que, comme c'est là, je veux trouver ma masse. J'ai la masse ici, c'est bien. J'ai plus de FG. Maintenant, je vais remplacer avec une masse. J'ai l'accélération que je connais. Et j'ai aussi l'accélération gravitationnelle que je connais. Okay. Faites attention ici, là. Mon accélération ici, l'accélération de ma personne, j'ai besoin de la direction. G ici, je n'ai pas besoin de la direction. J'ai déjà pris en considération ici qu'elle est vers le bas. C'est pour ça que je n'ai pas ma ligne par-dessus. J'ai déjà utilisé ma petite direction, elle est dans le négatif là. Ici, mon accélération de la personne, on n'oublie pas, elle est négative, pardon, vers le bas. Qu'est-ce que je peux aller faire ici maintenant? Ça serait de mettre mes masses ensemble. Je vais avoir toutes mes termes qui ont les masses ensemble. Donc, je vais avoir MA plus MG qui est égal à 250 newtons. La raison que je peux faire ça maintenant, c'est que la masse qui est dans mes deux termes, je peux la mettre en évidence. Donc ça, c'est l'inverse de la distributivité. Donc ça se voit un peu mieux à l'envers. Ma masse ici, d'habitude, tu serais capable de la distribuer si on irait vers l'arrière. Dans ce cas-là, j'ai fait l'inverse. Je l'ai mis en évidence, je l'ai ressorti. J'ai sorti ma masse puisqu'elle était dans les deux termes. Qui me laisse maintenant l'isoler. 250 newtons sur l'accélération de la personne plus la valeur de G, juste la grandeur. Je connais l'accélération et je connais G. J'ai besoin de rentrer mes valeurs numériques. 250 newtons sur l'accélération de la personne avec la direction négatif 5,96 mètres par seconde carré plus la valeur de G, pardon, qui est 9,81. Juste la grandeur. Si on calcule ceci, on devrait trouver la valeur de la masse de la personne. On retrouve une masse de 64,935 kg. Pas de direction, c'est une valeur scalaire, pas de positif ou négatif, ça devrait être une valeur positive. Avoir une masse négative, ça ne fait pas de sens. Donc la masse de la personne, on cherche à 3 chiffres significatifs. Donc 1, 2, 3, 64,9 kg
serait notre réponse pour ce problème. OK? On se revoit dans 2 secondes pour la prochaine exemple. OK. Troisième exemple. On va revoir Usain Bolt qui est en train de courir. On est en dynamique. Ceci ne veut pas dire qu'on va complètement ignorer tout ce qu'on a fait en cinématique. Similairement, quand on va parler d'énergie plus tard dans les prochaines unités, ça ne veut pas dire qu'on peut oublier ce qu'on a fait au début de l'année. La physique, c'est différentes unités qui expliquent les mêmes phénomènes. Donc, tu es capable de quand même appliquer la cinématique, la dynamique, l'énergie, peu importe, toutes ces différentes unités ensemble, les mélanger, les utiliser comme tu as besoin pour répondre à un problème. Ici, c'est un petit exemple qu'on va faire qui fait effectivement ceci. Donc, les jambes d'Usain Bolt, Usain Bolt a 90 kg, pas juste ses jambes, mais tout Usain Bolt, applique une force de 180 newtons sur 6,5 secondes. Pardon, pour atteindre sa vitesse maximale contre un vent qui offre une résistance de 8,8 newtons, je crois. S'il part du repos, calcule sa vitesse maximale et son déplacement total durant son accélération. Donc, 8,0 newtons vers l'arrière. Donc, on dessine le diagramme de force. Usain Bolt, je n'ai pas besoin de dessiner toute la personne, je peux lui donner juste un petit point. La masse de Usain Bolt est de 90 kg. Les autres informations qu'il nous donne sont que la force que ces jambes peuvent appliquer, donc les forces vers l'avant, donc les forces des jambes de Usain Bolt, FJ, est de 180 newtons, et qu'il y a un vent de 8 newtons. On va dire la force du vent qui nous donne 8 newtons. Oui, c'est un vent. Il applique cette force pendant un certain temps qui est de 6,5 secondes. Donc, delta T qui est égal à 6,5 secondes. Là, il faut penser un peu logiquement. J'ai une masse et il y a des forces qui agissent sur elle. Il y a probablement une force nette qui est non nulle. J'ai 180 newtons dans une direction, j'ai 8 dans l'autre. Effectivement, il y en a une qui va gagner par beaucoup. Donc, les jambes de Usain Bolt vont gagner, va causer une accélération. L'accélération, ce changement de vitesse. On avait vu que si tu pars d'une vitesse initiale de 0, tu connais l'accélération, tu connais le temps, on peut trouver la vitesse finale. Donc, c'est un problème de cinématique aussi. Premièrement, on a besoin de notre accélération. On doit connaître c'est quoi l'accélération. Donc, la force nette est égale à la somme de toutes les forces. La force nette va causer une masse à accélérer. Ça va être dû à toutes les forces. Ça va être dû à une force de les jambes de Usain Bolt plus la force du vent. La masse d'Usain Bolt, je la connais, l'accélération, je la cherche. La force des jambes, je la connais, la force du vent, je la connais. L'accélération, donc, est égale à FJ plus FV sur la masse. La force des jambes sont de 180 newtons vers l'avant, donc positif, plus 8 newtons vers l'arrière, négatif, sur la masse totale d'Usain Bolt, qui est de 90 kg. On trouve notre accélération, qui est donc 1,91 périodique mètre par seconde carré. Donc, il a une certaine accélération, on la connaît. Considérant qu'il commence à une vitesse initiale de 0, il part de 0, il commence sa course, allons faire un problème de cinématique. VI égale 0, l'accélération est égale à 1,91 mètres par seconde carré, périodique. Le temps que ça lui prend est de 6,5 secondes et je veux atteindre ma vitesse finale. Quelle équation est-ce qu'on pourrait utiliser? Tu vas voir dans tes feuilles de formule. On trouve VF est égal à VI plus A delta T. Vitesse finale va être égale à 0 plus 1,91 périodique mètre par seconde carré fois le temps qui est 6,5 secondes. La vitesse finale d'Usain Bolt est donc 12,42 périodique mètre par seconde. Il atteint sa vitesse maximale. Donc, j'ai trouvé sa vitesse maximale et maintenant je voudrais savoir aussi son déplacement pendant cette accélération. Donc, on continue notre problème de cinématique. J'ai plus besoin de l'accélération ici, donc je vais donner de la place.
Maintenant, on cherche le déplacement. Si je cherche maintenant le déplacement, delta D, qui est égal à quoi? Je connais VF, je connais VI, je connais delta T, je connais l'accélération. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? On pourrait aller voir que l'équation du déplacement, VI delta T plus 1 demi A delta T à la 2. La vitesse initiale, c'est 0. J'annule ce terme. 1 demi l'accélération delta T à la 2. Donc le déplacement, 1,91 mètres par seconde carré pour l'accélération. Le temps, 6,5 secondes au carré. J'aurai un déplacement de 40,372 mètres périodiques. Je ne vais pas encore lire ça, c'est pas ma réponse finale. Donc, réponse finale, la vitesse maximale serait égale à, je veux deux chiffres significatifs, donc j'aurais 12 mètres par seconde carré, qui est quand même très vite, et un déplacement total pour atteindre cette vitesse finale, qui serait de 40 mètres vers l'avant. N'oublie pas, déplacement, on a besoin d'une direction. Et c'est tout ce qu'on a. Voilà la réponse à notre problème. Ça finit là. Comme si vous avez, comme la dernière fois, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, effectivement, envoyez-moi un message sur le Classroom de ce devoir. Je vais vous répondre là. Comme ça, si quelqu'un d'autre a la même question, ils peuvent aller voir la réponse aussi. Si vous avez de la rétroaction, s'il y a des choses que je fais mal, ça vous aide à voir, faites-moi savoir. Je fais de mon possible, donc, on fait ce qu'on peut. Mais si vous avez de la rétroaction, laissez-moi savoir. C'est la première fois que j'enregistre mes leçons, donc c'est ça. Bonne journée!